on a cédé à une mode à la fédération anarchiste, on a vu tous les autres, on s'est dit oh un meeting en plein air, c'est sympa, sauf que nous on a choisi le jour où il fait beau temps. Avouez que ça, si c'est pas de la clairvoyance politique. Alors écoutez, merci à vous tous qui vous arrêtez simplement par curiosité. Merci si vous avez vu des affiches placardées dans Touraine et que vous vous êtes dit tiens, un meeting de rue des Anards, pourquoi pas. Merci si vous avez pris un tract hier dans la manif et que vous vous êtes dit toujours pourquoi pas. Merci d'être présent ce soir. Vous n'avez peut-être jamais vu de militants anarchistes, et pourtant c'est vrai, il y en a, ils existent comme dit l'autre, et peut-être même que vous êtes réticents à l'idée même de l'anarchisme. Alors nous, cette idée, cette réticence, on peut la comprendre, on peut la respecter, mais ce soir, en échange, on va essayer d'apparaître devant vous tel qu'on est, et puis peut-être qu'en échange, je vous apprendrai aussi à comprendre l'anarchisme et à le respecter. Ce soir, on veut apparaître tel que nous sommes, sous notre vrai jour, parce que nous, les anards de la fédération anarchiste, on n'est pas des hurluberlus sortis de nulle part, on n'est pas des songes creux, on est tout sauf inorganisé, parce que nous pensons que l'anarchie, loin d'être le bordel, loin d'être la barbarie, c'est au contraire, comme le disait le géographe anarchiste Élisée Reclus, la plus haute expression de l'ordre. À tel point que nous, à la Fédération anarchiste, nous avons beau être une petite organisation en nombre, eh bien nous défions des organisations plus grosses d'avoir comme nous un hebdomadaire qui paraît toutes les semaines. Nous défions tous les autres d'avoir une radio, d'avoir une librairie à Paris, une librairie à Rennes, au 17 rue de Châteaudun, une librairie à Besançon, une librairie à Rouen. Est-ce que des organisations plus grosses peuvent se permettre ça? Eh bien, c'est notre organisation à nous qui nous le permettons. Mais camarades, je dis camarades à tous ceux que j'aime, vous qui nous écoutez, vous savez qu'il existe à Rennes une école Louise Michel. Eh bien, Louise Michel, elle a été déportée en Nouvelle-Calédonie après la sanglante répression de mai 1871, la répression de la Commune de Paris. Et en passant devant ses juges, Louise Michel a dit « Tout pouvoir est maudit ». Et c'est pour cela que je suis anarchiste. Et Louise Michel, déportée en Nouvelle-Calédonie, ne cesse que d'apporter de l'instruction aux Kanaks, petits et grands. Et camarades, vous savez qu'il existe également à Rennes une école qui s'appelle l'école Francisco Ferrer. Francisco Ferrer était un pédagogue anarchiste, libre-penseur. Il fut exécuté en 1909, condamné à mort par un tribunal militaire. Eh bien, de Louise Michel, de Francisco Ferrer, nous, les anarchistes, nous sommes les héritiers. Nous sommes également les héritiers des canuts lyonnais qui, en 1831, faisaient clairement l'analyse que dans son désir d'amélioration de la vie, on se heurte toujours à deux adversaires à la fois. La bourgeoisie qui possède et la coercition étatique qui défend par la violence des fusils la violence de la propriété privée. Est-il besoin que je vous rappelle que dans nos rangs, nous avons compté des gens connus, inconnus, illustres inconnus même, mais parmi les connus, je pense que tout le monde a entendu parler de Jacques Prévert, poète. Je pense que tout le monde a entendu parler de Georges Brassens, que tout le monde a entendu parler de Léo Ferré, de l'écrivain du début du XXe siècle, Octave Mirbeau, anarchiste, de Maurice Utrillo, le peintre, anarchiste. Eh bien, nous sommes, comme tous ceux-là, connus ou illustres inconnus. Nous sommes indignés. Ça vous rappelle quelque chose. Nous sommes révoltés, bien sûr, mais pas que. Si nous sommes en plus révolutionnaires, c'est parce que nous voulons changer en profondeur la société. Et si nous voulons changer en profondeur la société, c'est parce que nous sommes tous des idéologues, parce que nous sommes avant tout des gens pragmatiques. Nous faisons le constat que quand on cherche à reproduire une solution qui n'a déjà pas marché une première fois, il est étonnant, il serait même très extraordinaire qu'elle marche une deuxième fois. Alors on nous dit, vous les anards,
vous êtes contre tout. Ah oui, vous êtes contre les flics, les curés, les patrons, l'État et tout le tremblement. Vous ne vous sentez bien qu'entre vous, et parfois même vous ne vous sentez bien que quand vous êtes en désaccord entre vous. Ça c'est le folklore, mes camarades. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling. C'est normal. Nous sommes les adversaires les plus radicaux du système économique. Nous sommes les adversaires les plus radicaux du système politique. Alors, c'est normal qu'on nous casse du sucre sur le dos. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas nous, les anards, qui sommes contre tout. Si nous sommes les ennemis de l'État, si nous sommes les ennemis du capitalisme, c'est parce que l'État et le capitalisme sont d'abord et avant tout les ennemis de tous ceux qui travaillent et qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Alors, ce que je pourrais vous dire aussi, à vous tous qui êtes là, à vous tous qui aimeriez trouver en toute simplicité les conditions d'une existence simplement meilleure, les conditions d'un bonheur raisonnable, modéré ou immodéré, c'est selon le désir de chacun, eh bien si nous sommes ici ce soir, c'est pour vous dire tout cela. Et alors, après moi vont s'exprimer trois camarades. Ils vous exposeront plus en détail, et bien mieux que moi, l'analyse que nous faisons des catastrophes de tout poil, de ce que nous vivons au quotidien. Mais je demande à vous dire ce que nous combattons et pourquoi nous le combattons. Alors si nous sommes anards, c'est parce que nous lions l'émancipation politique à l'égalité sociale, que nous pensons qu'on ne peut pas vivre égaux en société si nous ne sommes pas également égaux dans le travail. Alors on peut dire, de ce point de vue, que nous sommes anticapitalistes. On connaît le mot. Mais nous sommes anticapitalistes parce que nous n'avons jamais accepté les dégâts que l'exploitation inflige à la majorité du genre humain au profit d'une petite minorité du genre humain. Mes camarades, avec un mort toutes les 2 secondes sur la planète, eh bien on peut dire que dans les accidents du travail, c'est une guerre qui se mène et que le capitalisme, c'est la guerre en temps de paix. C'est la guerre déclarée au genre humain. Le genre humain ramené à une simple force de travail. Mais cela, nous aurons le copain Pierre qui dira mieux que moi dans quelques minutes, une fois que je vous aurai lâché la grappe. Avec la marchandisation du vivant, la brevétisation des semences, le gaspillage, l'épuisement des ressources naturelles, le capitalisme, non content de pourrir la vie de l'humanité, est en train de détruire les conditions mêmes de l'existence de l'espèce humaine et des autres espèces vivantes sur la planète. Mais cela, notre copain Jean-Pierre vous le dira dans quelques minutes, mieux que moi, une fois que je vous aurai lâché la grappe. Ainsi, nous sommes anticapitalistes, mais si notre discours s'arrêtait à ça, à ce que je viens d'énoncer, la fédération anarchiste, dont nous sommes des militants qui organisons ça ce soir, on s'appellerait le NPA, et je m'appellerais Poutou, et je viendrais vous causer à la télé. Mais ça n'est pas le cas. La rue, c'est notre place, et nous y sommes bien. De plus, nous pensons que les possédants, pour assurer leur existence, ont provoqué l'émergence de structures politiques détentrices, selon l'expression du sociologue Max Weber, du monopole de la violence légitime. C'est bien parce que ces structures politiques, nommées États, ont dans leur gène la défense des intérêts de la bourgeoisie que nous les combattons. On nous rétorque souvent, ouais, vous êtes gentils, vous les anarchistes, mais vous savez, l'État, il peut jouer un rôle dans la redistribution des richesses. Il peut être gentil, l'État, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'État-providence, l'État. Ouais. Et nous, ce qu'on répond, c'est l'État-providence, c'est un peu comme l'amour-propre, ça ne reste jamais bien longtemps. Et l'État-providence, transition. Dès que les rapports de force sont favorables à la bourgeoisie, on doit retourner à sa vraie nature, l'État-providence. Il redevient le monstre froid qui lève l'impôt pour entretenir les forces de répression et pour verser des rentes
à ses créanciers en prenant le travail en otage. Voilà le vrai boulot de l'État. Et dans son vrai boulot, actuellement, il y en a un qui est crucial, c'est de nous faire avaler qu'on a une dette à payer. Eh bien, mes camarades, la dette, parlons-en. Alors, on nous dit, la France a un déficit public de 86% de son produit intérieur brut, PIB pour les intimes. On nous en fait tout un psychodrame. On nous culpabilise. On nous dit qu'on vit au-dessus de nos moyens. On nous dit qu'il faut penser aux générations futures. Ah ben, ça, c'est les discours des austérologues de tout poil, de droite, de gauche, syndicaux pour certains. Et s'ils étaient cohérents avec eux-mêmes, tous ces austérologues, ils n'auraient qu'une chose à proposer, ça serait de rétablir l'esclavage pour payer au plus tôt la dette. Bien évidemment, ça serait une solution que nous les anards, on n'est pas prêts à accepter. Mais on n'a pas besoin d'avoir leur incohérence. Nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Face à la dette, eh bien justement, nous les anards, nous disons deux choses. D'une part, faut pas payer. Ça, c'est le titre d'une pièce de Dario Fo. Je lui ai piqué, je l'en remercie. Et puis nous disons une autre chose, la dette, c'est le vol. Ouais. Parce que la dette, elle est assise sur le travail, sur la force de travail que nous présentons. Et dès le premier moment où des capitalistes nous demandent un centime à rembourser, ce centime c'est du vol, c'est un centime pris sur notre travail. Alors vous vous rendez compte, des milliards, 1784 milliards à rembourser par an, premier budget de l'État devant l'éducation nationale. Ce sont des requins. Nous disons, il ne faut pas payer. Figurez-vous, parce que ça, il faut le savoir, qu'en 1945, le déficit public par rapport au produit intérieur brut était de 145%. 145% au sortir de la guerre, dans une France exsangue. Eh bien, mes camarades, par un simple jeu d'écriture comptable, à l'époque, ils ont dit, vous les banquiers, vous vous asserrez sur la dette. Asseyez-vous sur la dette et en plus, on crée la Sécu. Ce qui s'est fait en 1945 en France, nous pouvons le refaire en 2012, en Grèce, en Espagne, au Portugal et ailleurs. Mais cela suppose de lever un certain nombre d'obstacles, de se doter d'un certain nombre de moyens. Mais cela, Frédéric, le copain qui interviendra en dernier, quand je vous aurai lâché la grappe, vous le dira bien mieux que moi. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Wow. Enfin, j'espère. On verra. Vous avez sans doute remarqué tout ce que la période a de particulier. Il se peut que parmi vous, ce soir, il y ait des gens qui trouvent nos idées intéressantes, mais que sur le vote, les élections, vous vous disiez, non, les anards, franchement, vous allez un peu trop loin. Alors on va essayer de se parler, de s'entendre. Notre attitude, c'est pas de stigmatiser les gens qui vont voter. Alors, on a eu des copains anarchistes au début du XXe siècle, des anarchistes individualistes, qui disaient que le votard était inférieur au mouton, parce que le mouton, lui au moins, il ne choisit pas son boucher quand il va à l'abattoir. Mais j'avoue que cela, nous n'avons pas envie de continuer à le faire. Simplement, si nous, les anards, nous sommes contre les élections, c'est bien parce que les élections sont contre les gens qui votent, et qu'elles finissent toujours par se retourner contre eux. Quelques exemples. Le devenir du printemps arabe, il est particulièrement révélateur de cette capacité des élections à enterrer les révolutions. Observons bien. Tunisie, Égypte. Voilà des gens courageux qui se débarrassent de tyrans sanguinaires, Ben Ali, Moubarak. Et voici que dans le même temps, la bourgeoisie de ces pays se hâte pour pouvoir conserver le contrôle de l'économie, de mettre en place des processus électoraux, avec les résultats qu'on sait, en particulier la montée de l'islamisme.
Plus près de chez nous, mais un peu plus loin dans le temps, 1968, le pouvoir politique perd le contrôle de la situation. Et par un consensus national bien senti des organisations parlementaires, des élections sont organisées à toute vitesse. On sait ce qu'il est devenu de cette révolution, qui était une révolution libertaire en devenir, et on sait ce qu'il en est advenu. À chaque fois que des élections sont organisées, mes camarades, vous pouvez être sûrs que ce qu'on sonne, c'est la fin de la récré. Alors pour nous, les élections, c'est non. On veut passer à autre chose. Voilà, j'en ai quasiment fini de mon intervention. Il me reste à vous dire que les camarades qui vont suivre les interventions qui vont suivre sont destinées à affiner le diagnostic et à vous proposer très concrètement des perspectives immédiates dans les jours qui viennent dans le droit fil de notre activité militante d'anarchiste. Je vous remercie.